Bonjour à tous et bienvenue pour cette deuxième vidéo de bataille pour le vieux monde. Si jamais bien sûr vous avez les partenaires de la chaîne avec les codes promo disponibles dans le lien de la description, n'hésitez pas à aller faire un tour, et aussi le Tipeee de la chaîne si vous voulez continuer à nous soutenir, on en a grandement besoin. Cette vidéo fait partie de la nouvelle série que j'ai commencée en août. Une vidéo tous les 3 mois, c'est beaucoup de travail, mais j'espère que ça vous plaira. Ce sont des vidéos bataille pour le vieux monde, et c'est surtout des vidéos extrêmement narratives. Vous n'allez pas apprendre de règles du jeu avec ces vidéos, mais vous allez pouvoir vivre une aventure, vivre une histoire, suivre un personnage, et voir s'il arrivera à en créer d'autres batailles, en créer d'autres histoires encore et encore. Mais ce n'est pas tout, bien évidemment, vous l'avez compris, cette bataille entre dans le cadre de la campagne, c'est-à-dire que ce n'est pas une bataille qui va influencer le résultat de la campagne, parce qu'on a le droit de le faire qu'à partir du 1er janvier. Inscrivez-vous sur le Discord, bien sûr, rejoignez-nous, atteignons les 1000 personnes, ce serait trop cool. Bref, j'ai créé cette bataille pour vous lancer encore plus dans la narration de cet énorme projet qu'on a lancé en début 2025, la campagne pour Bataille pour Kislev. Autrement dit, la bataille narrative Bataille pour le vieux monde d'aujourd'hui va vous raconter un petit peu les prémices de la campagne qui se passera en 2025. Je le précise d'avance, merci bien sûr à Christophe Duquesne pour la table que vous allez découvrir. Merci également à Forge 3D car l'armée loup de mer que vous allez voir disponible dans ce rapport de bataille, c'est un bundle que nous avons créé tous les deux. Regardez hop, j'ai la belle boîte. Si jamais vous voulez vous fournir ce bundle qui est absolument superbe, il vous suffit simplement d'aller sur son site et vous pourrez avoir toutes les figurines que vous verrez dans ce rapport de bataille. C'est juste absolument superbe. Avec votre code promo en plus, ça sera moins cher. Mais aussi, vous allez, vous l'avez compris, avoir l'armée de Kislev en face. Totale surprise, ça fait des mois que je prépare encore une fois ceci, comme pour la campagne. Et tout simplement, ça, ce sont pour les tipeurs de la chaîne. Vous recevrez à Noël le livre d'armée Kislev pour Warhammer Battle V8 et la version 1.5 du livre d'armée Kislev pour Old World que j'ai créé. Il est encore en rodage, bien évidemment. Hein. C'était la première grande partie test sur cette bataille. Donc j'espère que ça vous plaira. C'est pour ça que vous n'aurez pas de précision sur les règles. Si vous le voulez, rejoignez le Tipeee et vous recevrez tout ceci avec grand plaisir. Bref, je vous laisse là. Profitez bien de ce rapport de bataille narratif, Bataille pour le vieux monde, loup de mer contre Kislev. J'espère que ça vous plaira. Et tout ce qui est dit dans ce rapport de bataille servira pour la campagne. Merci à tous, portez-vous bien et bon visionnage. Ciao. Le monde change. En 2276, l'attention de tous les peuples s'est portée sur les terres arides. Les morts et les vivants s'y affrontent maintenant depuis presque 1 an. De plus en plus d'armées se dirigent vers cette poudrière, mais l'histoire sait que le vrai danger vient toujours du nord. Depuis maintenant plusieurs centaines d'années, les peuples du Kislev vivent sur une terre inhospitalière, froide, et sont menacés perpétuellement par les pires créatures. Mais cela n'empêche pas les hommes de s'y développer. Les Ungol et les Gospodars, les deux peuples majeurs de cette région du monde, représentent une facette des hommes que beaucoup de nations décrivent comme hirsutes, vagabondes ou même barbares. Pourtant, la nation du Kislev est fière, forte et courageuse. Les tribus le plus au nord sont connues pour leurs excellents cavaliers, leurs archers et leur capacité à survivre aux monstres vivants sur leur terre. Les habitants plus au sud se rapprochent des peuples impériaux de l'Ostland ou de l'Ostermark, mais restent stoïquement distants des manigances politiques de l'Empire et montrent une vigueur au combat qui surprend même parfois les nains. Un étranger vous dirait qu'un Kislevite ne se différencie pas vraiment d'un barbare norse. Bien que cette remarque soit généralement prise comme une insulte, il existe des tribus Ungol qui sont souvent en contact avec les clans barbares norses. Dans l'oblast du Nord,
Les Ungol itinérants de cette région sont connus pour échanger commercialement et maritalement avec les guerriers norse du clan Dolgam depuis déjà des dizaines d'années. Les marchés des steppes et les échanges avec les Nordiques permettent même parfois à ces clans de s'allier contre une menace commune, voire de servir de mercenaires à des chefs gospodars plus au sud, renforçant encore plus le flou entre Ungol et Norse. Mais depuis la fin de l'été 2276, tout a changé. Loin, à l'ouest, en Norska, on parle d'une championne des dieux sombres qui se prépare à lancer de nouveaux raids sur l'Empire des Hommes, et on dit qu'elle appelle à tout vrai serviteur des dieux sombres de se ranger à sa bannière ou à celle de ses lieutenants. Cette histoire est arrivée jusqu'aux oreilles des Dolgam depuis quelque temps maintenant, sans les intéresser pour autant. Voilà 6 ans qu'ils vivent le long de la rivière qui serpente la frontière ouest de la terre des trolls, non loin de la forteresse maudite de Forskehold. D'ordinaire évitée par les Dolgam, certains racontent qu'elle est de nouveau habitée et cela n'augure rien de bon. Dirigés par le Jarl Siegfried le Rouge, ils prirent rapidement la décision d'aller plus au sud, à la limite de la terre des trolls, non loin des collines de Givre, pour éviter tout désagrément qui pourrait arriver de la forteresse. Le Jarl des Dolgam, jeune et ambitieux dans l'âme, ne vit que pour un seul objectif depuis qu'il dirige son clan: pouvoir installer son peuple au sud, parmi les Kislevites, en paix. Mais une nuit où Manslib et Morslib étaient égales dans le ciel du nord, un chaman approcha de son skali et demanda audience. Il se présenta comme Barad, la voix du salut. Siegfried, tout d'abord méfiant, laissa tout de même la parole à l'étranger, le code des Dolgam étant de toujours laisser un étranger s'expliquer avant d'en venir aux mains. Devant toute la cour du Jarl, le chaman entra alors en transe et se mit à luire d'un pouvoir surnaturel. Le Jarl hésita à le mettre à mort, mais il est de mauvais augure de s'en prendre à quelqu'un qui maîtrise les vents éthériques. Des mots sortirent de la bouche de Barad et tout à coup, le chaman lâcha ses paroles. Bientôt, les Dolgam écriront l'histoire dans les rues des cités de Kislev. Subjugué par ces révélations, le jeune Siegfried le laissa faire sans intervenir. Le chaman continua à psalmodier des prédictions durant de longues minutes, Siegfried et sa cour buvant chacune de ses paroles. Les Dolgam te donneront la force d'avancer. Tous, comme un seul corps, vous réussirez à demeurer en Kislev. Le rituel de transe de Barad dura jusqu'au matin. Tous les spectateurs tombaient de fatigue et laissèrent le Jarl seul avec le chaman. Barad termina sa transe quelques minutes plus tard et posa une unique question à Siegfried. « Celui face à moi accepte-t-il l'aide de Barad ?» Le Jarl était sûr d'avoir enfin trouvé la solution. Il accepta avec la fougue de la jeunesse et l'ambition d'un avenir en Kislev pour son clan. Après cela, il tomba de fatigue et dormit durant des heures. Le lendemain, à son réveil, l'horreur le frappa tel un coup de maillet. L'intégralité de son clan gisait au sol égorgé et au milieu d'eux se tenait Barad recouvert de sang. Le Jarl voulut saisir sa hache pour massacrer le traître, mais le chaman tendit la main dans sa direction et lui annonça d'une voix d'outre-tombe ce qui ressembla à une incantation. « Voici le corps entier de ton clan. Ne fais plus qu'un avec leur force et ensemble, avançons jusqu'à Kislev. » La multitude de cadavres glissa alors en direction de Siegfried, attiré vers lui comme un aimant. Et en quelques secondes, ils s'y agglutinèrent, étouffant ses cris d'horreur sous le monceau de cadavres. Barad, irradiant de pouvoir, souriait. Il apportait la récompense des dieux sombres à ce chef de clan. Les cadavres mutèrent lentement, mêlant leur chair à celle du Jarl. Rapidement, ses cris se turent et il finit par former une masse de muscles profanes gigantesques. La chair fut quelques secondes étrange, puis lentement elle prit la forme d'un mammouth vicié énorme. L'esprit de ce qui avait été Siegfried n'était plus. Il n'y avait dorénavant qu'une seule volonté, celle de la mort et de la violence. S'approchant de son oreille,
Barad lui murmura « Te voici récompensé pour ta demande, Jarl Sigfrid. Tu ne formes plus qu'un avec ton clan. Tu es maintenant assez puissant pour aller jusqu'en Kislev et y demeurer jusqu'à notre victoire. » Le mammouth resta stoïque de longues heures. Puis, il regarda approcher d'autres hommes, d'autres Norses. D'où venaient-ils? Depuis combien de temps étaient-ils transformés déjà? Un char, tiré par des chevaux, se dirigea vers Barad et le laissa monter à son bord. Il fut suivi par un trio d'hommes légèrement bossus, mais pourtant aussi grands que des ogres et recouverts de poils. De grands loups reniflaient juste derrière eux. Enfin, un groupe de cavaliers huscarls, qui fermait la marche, s'arrêta devant la trompe gigantesque de l'ancien Jarl. L'un d'eux, plus grand que tous les autres, s'adressa à lui. « Tu es désormais aussi puissant que tu étais pathétique dans le passé, Jarl de Sigfrid. Suis-moi, nous avons un pouvoir à trouver et une terre à conquérir. » Comme pour clôturer cet échange, le cavalier et sa garde reprirent leur marche et une douzaine d'hommes portant de lourdes chaînes passèrent sous les yeux du mammouth. Ils enfoncèrent d'immenses crochets de métal dans la peau viciée de Siegfried qui ne ressentit aucune douleur. Il jeta un œil de sa tête patibulaire en arrière et vit 3 dracars qui étaient certainement accostés à la berge de la rivière depuis maintenant de longues minutes. Puis les hommes se mirent à le pousser en avant et à aligner des bûches au sol derrière lui. Sans le moindre effort, il se mit à tracter de sa seule force les navires norses portant le symbole des Sarls en pleine terre des trolls, droit vers le sud et la rivière Bolensk. Bien plus à l'est, se dresse la grande cité de Prague. Citadelle du Nord, point névralgique de Kislev, la plus grande ville fortifiée au bord du Lynsk et le domaine du duc Grishka Romanov. Cousin de la tsarine, il dirige Prague depuis maintenant de longues années. Le duc est connu jusque dans l'Empire pour la gestion rigoureuse de son domaine, mais aussi pour sa fougue au combat, car il n'est pas rare qu'il dirige lui-même ses troupes face aux ennemis assez fous pour s'approcher du territoire qu'il protège. Mais si le duc est connu pour être aventureux, il n'égale pas l'intrépidité de sa sœur. Yelena Romanov est une princesse kislévite gospodar. Membre de la famille du duc, elle siège au conseil de Prague. Conseillère avisée, administratrice reconnue et breteuse exceptionnelle, elle est la porte-parole du duc et sa régente lorsqu'il s'absente. Mais malgré tous ces titres de noblesse, Yelena est connue surtout pour son lien particulier avec les différents peuples kislévites. D'origine gospodar, elle s'échine à toujours être accompagnée d'Ungol, passant un message d'unité du pays à chaque endroit qu'elle fréquente. De plus, on raconte qu'elle est protégée par les dames de givre de la tsarine et qu'elle aurait même eu des contacts amicaux avec les sorcières des bois de Kislev. Comme peu en terre d'Ursune, Yelena possède une chevelure blanche comme la neige alors qu'elle n'est âgée que de 25 printemps. Selon certains, cette particularité de naissance l'amènerait à un destin qui marquera l'histoire. Cependant, d'autres osent murmurer qu'en Kislev, le destin peut être héroïque, mais il est très souvent tragique. Mais qu'importe tout ceci, comme dit souvent Yelena. Protéger son peuple et l'avenir de Kislev est plus important que tout. Écoutant les conseils des magiciennes et des sorcières, loyale envers la tsarine, la princesse de Prague parcourt les steppes des oblasts, très souvent sous la demande de son frère, pour apporter son soutien et son aide là où il le faut. Et c'est justement l'une de ces demandes qui bousculera l'histoire de Prague. Quelques mois avant que Forskeol ne soit de nouveau occupé, Yelena eut une vision dans ses songes qu'elle rapporta à son frère. Dans son rêve, elle errait dans une forêt profonde et enneigée. Son esprit embrumé suivait un chemin de bois dans les ombres. Après un certain temps, elle arrivait à un regroupement de chaumières. Là, son rêve gagnait en intensité et une baba-yaga lui apparaissait. Les deux femmes restaient l'une face à l'autre sans bouger pendant de longues minutes avant que la sorcière des bois ne lui annonce ces mots.
Le monde change, la magie aussi. Bientôt, une tempête venant du nord s'abattra sur Kislev. Nous ne pourrons y résister. Beaucoup mourront, mais certains peuvent changer ce destin. » Puis, un rugissement d'ours colossal se mettait à résonner dans son rêve, et la vieille femme continuait de parler en souriant. Face à la menace qui approche, il renforce son pouvoir et se prépare à la guerre. Toi, jeune fille, tu peux l'aider. Il t'a choisi. Trouve les gemmes de son pouvoir. Bientôt, nous aurons la chance de combattre à ses côtés. Puis lentement, l'esprit de Yelena était comme extirpé de son rêve. Dans les dernières secondes du songe, elle ne se rappela que de deux choses. Tout d'abord, une image. Des gemmes d'un bleu éclatant, irradiant de magie. Et la seconde, une phrase, murmurée par la sorcière des bois. Trouve les gemmes, libère leur pouvoir et permet à Ursune d'affronter l'ennemi à armes égales. Et dans un dernier rugissement, le songe prenait fin. Grishka écouta sa sœur lui raconter son rêve jusqu'à la dernière phrase sans jamais l'interrompre. Jamais il n'avait osé contredire les paroles de la princesse, et il prit cet augure très au sérieux. Après plusieurs jours de recherche dans la bibliothèque de Prague, ils trouvèrent une vieille légende dans les archives de la cité. Les monts Goligny en Kislev possédaient quelques mines où l'on pouvait parfois trouver des pierres ressemblant fortement à la description faite par Yelena. La décision fut rapidement prise. Envoyer quelqu'un dans ces mines et retrouver les artefacts était obligatoire. Bien évidemment, la princesse se porta volontaire pour cette expédition. Grishka savait qu'il était vain de tenter de l'en dissuader. L'ordre fut donc donné, mais aucune grande armée ne fut mobilisée. La discrétion était de mise pour une telle quête, car attirer l'attention sur de potentielles gemmes de pouvoir d'un dieu éparpillé dans les montagnes pourrait créer une situation sans précédent. À la tête d'un groupe d'Ungol loyaux originaires de ces montagnes, la princesse fut envoyée à l'ancienne forteresse de Litkovna. C'était là-bas que se trouvait la plus grande mine décrite dans les archives. Le lieu, extrêmement isolé, abandonné depuis longtemps, n'attirerait pas l'attention et permettrait à la princesse de trouver ce qu'elle cherche sans risque. Yelena partit ainsi la veille de la disparition des Dolgam pour les ruines de Litkovna. Plusieurs semaines plus tard, c'est une nouvelle alarmante qui parvint à la cour du duc de Prague. Face à Grishka, des Ungol et des gospodars lui annonçaient que les villes et villages le long du Bolensk étaient attaqués par des loups de mer portant l'héraldique des Sarls. Ils arrivaient du nord, et ces survivants rapportèrent même qu'une immense bête suivait les dracars le long du fleuve et les accompagnait durant les raids. La dernière ville attaquée était Zoychenk, et il semblait que les Norses remontaient désormais le Tobol au lieu de repartir vers l'ouest et la mer. Le duc était grandement étonné. Jamais des pillards norses n'avaient pu rejoindre le Bolesque par le nord avec des dracars, et encore moins de ces pillards avaient réussi à s'enfoncer aussi profondément dans les terres kislévites. Pourquoi aller aussi loin dans les steppes? Ces pillards prenaient de gros risques. Ils pourraient être pris en embuscade et perdre leur butin, ou une tempête pourrait les bloquer sur place pendant des mois. Mais rapidement, Grishka eut un bien mauvais pressentiment. Il semblait que le chemin de ces Norses les amenait droit vers les monts Goligny. Impossible. Nul ne pouvait être au courant. Comment ces maudits sujets des dieux sombres avaient pu entendre parler de l'expédition? La coïncidence était trop grande. Désormais, le duc savait qu'un ennemi se dirigeait droit vers les ruines de Litkovna. Il ordonna alors qu'une force militaire se dirige au plus vite vers les monts Goligny. Il dirigerait personnellement cette force. Ces hommes et lui-même ramèneraient tout ce que sa sœur ait pu trouver et stopperaient les Norses là-bas. Il fallait faire vite. Et bien qu'il avait toute confiance en elle, le duc espérait secrètement que Yelena ait déjà trouvé l'objet de sa quête.
Après une marche forcée difficile, Grishka Romanov et son armée parvenaient tant bien que mal aux ruines de la forteresse de Litkovna. Le duc avait emmené avec lui certaines de ses meilleures troupes, comme ses gardes du tsar. À leur côté, avançaient en bon ordre ses Streltsy, son nouveau régiment de tireurs équipés d'armes spécifiques qui gagnait petit à petit les armées du Kislev. La jeune sorcière Mikaela suivait également le duc, accompagnée de 2 chariots. Ces constructs étaient à leur côté pour transporter les fameuses gemmes que Yelena et ses hommes auraient pu trouver, mais aussi en cas de blessés. Une telle armée semblait certes minime pour les forces de Prague, mais le duc n'était pas venu avec aussi peu d'hommes. Avant d'arriver aux ruines du fort Likovna, Grishka avait séparé ses forces. Sa seconde magicienne, Philippa, prit le commandement de l'intégralité de sa cavalerie. À la tête de cavaliers Ungol, d'un groupe de lanciers ailés et d'un trio de fils d'Ursune, la Vierge des Glaces était partie en avant de l'infanterie et devait tenter de localiser les forces norses. Désormais, Grishka et son armée approchaient des ruines et rien n'indiquait la présence des forces kislévites. Mais en pénétrant dans l'enceinte, plusieurs dizaines d'hommes sortirent des restes des bâtiments. Le duc fut légèrement rassuré de voir apparaître devant lui les Ungol qui accompagnaient sa sœur. L'un des Ungol s'approcha et posa un genou au sol face au duc, rejoint par Mikaela. « Nous devons nous hâter. Des Nords s'approchent. Où est ma sœur? Avez-vous trouvé ce que vous étiez venu chercher ?» demanda rapidement Grishka. Le Ungol se releva et répondit. « Nous avons extrait nombre de pierres, monseigneur, mais aucune ne semblait être celle que recherchait la princesse. » L'homme désigna le tas de pierres bleutées regroupées dans la ruine centrale. Le duc fit signe à ses hommes et tous prirent position dans les ruines. Les chariots s'approchèrent pour charger les minerais. Une étude plus approfondie sera certainement nécessaire à Prague. « Où est ma sœur ?» redemanda le duc. « La princesse a fait un autre rêve la nuit dernière. Elle nous a demandé de rester ici et de continuer l'excavation des pierres, tandis qu'elle est partie chercher un endroit spécifique qu'elle aurait vu en songe. Elle nous a dit qu'elle rentrerait sous peu. » Le duc remercia le Ungol. Il n'était pas rare que sa sœur abandonne sa garde personnelle et parte seule dans les steppes. Si un nouveau songe lui avait montré un chemin plus précis, nul doute qu'elle ne lâcherait rien avant d'avoir trouvé ce qu'elle cherche. « Prépare tes hommes. Ces maudits Norse ne devraient pas tarder malheureusement. Nous allons prendre position ici et attendre ma sœur. » L'armée s'installa alors dans les ruines. Mikaela organisa le chargement des pierres rassemblées dans les ruines centrales, tandis que le duc se joignit à ses hommes. Durant de longues minutes, tous les Kislévites regardaient à l'ouest, vers l'horizon. Un léger vent soufflait sur les steppes. Fort Litkovna n'était plus vraiment fortifié, mais les vestiges de ses murs permettraient une position défensive décente. Il leur fallait tenir le plus longtemps possible. La cavalerie kislévite n'était pas encore revenue, ce qui indiquait au duc que les Norse n'avaient certainement pas été arrêtés et qu'ils continuaient de se diriger dans leur direction. Le chargement des chariots sembla interminable. À l'intérieur, les gemmes les plus prometteuses avaient été entreposées par Mikaela. Il ne lui en restait plus que quelques dizaines à trier quand des cris se mirent à retentir au loin, puis des fracas de boucliers et des hurlements de rage. Tous le savaient, les loups de mer arrivaient. Sortant des bosquets de la steppe, ils s'alignèrent hors de portée des tireurs. Un groupe de maraudeurs aussi grand que celui des gardes du duc se positionna avec à sa tête un homme presque 2 fois plus grand que les autres, arborant une immense bannière. Faite à partir des lambeaux des couleurs des Dolgames, l'héraldique des Sarls y trônait. 2 autres groupes d'hommes sortirent des bois. Torse nus et armés de 2 haches, ces guerriers écumaient de colère et grattaient le sol de leurs pieds comme des taureaux prêts à charger. Ces berserkers hurlaient le nom des dieux sombres et attendaient un seul signal. Puis, légèrement en retrait, approchait un char. Sur la plateforme, gardé par 2 guerriers du chaos massifs, psalmodiait déjà Barad, la voix du salut. Enfin, il voyait de ses propres yeux l'endroit qu'il avait vu lors d'une ancienne transe. Il ignorait en vérité pourquoi il était ici, mais si les dieux sombres l'avaient attiré là, il devait bien y avoir une raison. Il lui avait murmuré qu'un pouvoir énorme se cachait ici.
Depuis cette vision, il avait alors rejoint les forces du Jarl Knut, et ensemble ils avaient avancé vers Kislev en recrutant tout Norse valable pour cette expédition. Voyant les forces qui étaient positionnées dans les ruines, il se doutait bien que quelque chose était caché ici. Il se félicita d'avoir amené avec lui autant d'hommes. Que pouvaient cacher les chariots kislévites, là-bas, à l'abri dans ces ruines? Pourquoi les hommes d'Ursune étaient là? Il trouverait ses réponses dans le sang de ses ennemis. Il tourna la tête à droite, fit signe à l'un de ses décapiteurs, et le chef berserker comprit immédiatement. Il sortit des rangs et s'approcha des lignes kislévites. Il hurla son défi. Qui osera croiser le fer avec Ivar l'ensanglanté? Les loups de mer avaient toujours eu cette tradition de duel d'engagement. Les gardes du duc serrèrent tous leurs armes. Malgré leur valeur au combat, le berserker était largement plus dangereux que n'importe lequel d'entre eux. Cependant, Grishka vit dans leurs yeux qu'ils n'allaient pas chercher longtemps involontaires. Même s'il ne ressentait que de la haine pour ses adversaires, le duc respecta l'honneur et fit signe à son sergent. Faisant le signe d'Ursune à son commandant, celui-ci sortit de ses rangs et avança également. Les deux guerriers se retrouvèrent face à face sur la steppe de Fort Litkovna. Le Norse toisait le Kislevi d'une bonne tête. Il n'y eut aucune parole, aucun geste superflu. Le garde du tsar était armé d'une grande hache et pourrait découper en deux le Norse, mais celui-ci allait être beaucoup plus rapide. Les deux se tournèrent autour quelques secondes, puis en un éclair le sang jaillit. Bondissant tel un fauve, le berserker frappa avec fureur le garde. Le premier coup dévia l'arme lourde de son adversaire. La seconde hache perça l'armure et vint se loger dans l'abdomen, tandis que la première revint aussi vite qu'elle avait dévié l'arme et perfora l'aine du Kislévite. Les deux guerriers furent figés pendant une seconde. Ivar l'ensanglanté plongea ses yeux ingurgités de sang dans ceux de son ennemi. Il avait comme toujours anéanti son adversaire en un échange et voyait ses yeux se vitrer de blanc. Mais quelque chose n'allait pas. Le berserker comprit alors que le garde avait volontairement laissé son arme lourde être déviée. Il avait saisi sa dague à la place et avait utilisé la fraction de seconde qu'il lui avait laissée pour frapper. Ivar vit l'arme plantée profondément dans son torse, droit dans son cœur. Ils sourièrent tous les deux et les deux guerriers tombèrent au sol. Les Norse turent leurs cris quelques secondes et les Kislévites firent un signe d'Ursune à l'unisson. Puis, voyant que tout ceci n'avait fait que le retarder, Barad claqua des doigts. Le sol se mit alors à trembler. Arrivant tel un fantôme à travers la steppe, l'ancien Jarl béni des dieux, son enfant du chaos géant, le mammouth des Dolgam rejoignit la ligne. Les Kislévites reprirent leur position et Barad leva le bras. La bataille de Fort Litkovna débutait enfin. Du haut de son char, le chaman ouvrit grand les bras et un éclat de lumière frappa sa position quelques secondes. Une nouvelle aura de majesté se mit à irradier autour de lui. Encore plus confiant, le sorcier saisit son bâton. Psalmodiant un récital impie, Barad utilisa ses pouvoirs et lança un sortilège sur sa troupe de maraudeurs. Et le barrissement du mammouth lança l'assaut. De ses pas lourds, la créature fonça en direction des ruines. Les berserkers le suivirent avec le même entrain. Comme portés par le vent, le grand groupe de maraudeurs avancèrent avec autant de vitesse qu'un cheval et arrivèrent au niveau du monstre au centre de la ligne, rapidement rejoint par Barad. Presque la moitié du terrain les séparant de leurs ennemis avait déjà été traversé par ces enragés. Le duc hurla à ses hommes de se rassembler et de camper sur leur position. Les Ungol rejoignirent la ligne, tandis que lui et ses gardes s'avancèrent dans l'étroit passage libre menant droit à la ruine centrale. Grishka se doutait qu'une créature aussi grande que celle-ci risquait de faire voler en éclats la ligne. Il fit donc signe à ses tireurs, et tous ses streltsy à portée prirent pour cible le monstre. Armant leurs fusils, les appuyant sur leurs hallebardes, les tireurs libérèrent l'enfer sur le mammouth. Le vacarme produit par les armes à feu retentit dans la steppe, et lorsque la fumée s'évapora, le duc serra la mâchoire.
Le monstre semblait n'avoir subi aucune blessure. Il allait certainement falloir le frapper bien plus fort que cela. Barad se réjouissait de voir que ce cher Siegfried faisait son office à la perfection. Le chaman se mit à rire, sans aucun contrôle. Il était pris soudainement d'un fou rire incontrôlable et ressentit 4 rires caverneux à l'intérieur de son crâne. Bon, qu'importe cela. Il psalmodia à nouveau, mais ce coup-ci, sa magie ne parvint pas à toucher ses hommes. Étrange. Puis, venant du nord, un corps résonna sur le champ de bataille. Pendant une fraction de seconde, Barad crut à des renforts ennemis. Grand fut son soulagement lorsqu'il vit arriver le Jarl Knut et ses Huskarls. Il fit signe au chaman, lui indiquant que le plan avait été suivi. Barad souria de nouveau et continua l'assaut. Les Nords se foncèrent tous en avant, toujours menés par le mammouth. Le chaman parvint enfin à porter de ses sortilèges qui allaient prouver à tous sa puissance. Il tordit la réalité et saisit une parcelle du pouvoir du démonisme pour projeter sur la position d'Estrelsi face à lui un trait de magie. Un quatuor de guerriers Kislévites fut tué en une seconde. Continuant sur sa lancée, hurlant le nom des dieux, le chaman puisa de nouveau dans l'éther et il fit apparaître une colonne d'énergie ténébreuse dans les lignes ennemies. Il ria de nouveau. Tout se passait selon son plan. L'attention des défenseurs était fixée sur l'ouest. Bientôt, ces loups jailliraient des ombres et montreraient à tous qui sont les vrais maîtres du Nord. Alors que l'ennemi était presque désormais à portée de charge et que la magie frappait dans leurs lignes, les Kislévites ne bougèrent pas d'un pouce. Michaela vit le vortex d'énergie se diriger lentement vers les hommes du duc. Elle se concentra de toutes ses forces et grâce à Ursune, elle réussit à dissiper le sortilège, non sans mal. Sur ordre du duc, les Streltsy firent à nouveau parler leurs armes. Les soldats, ayant subi les foudres de Barad, ripostèrent contre le chaman et atteignirent le char, perforant même l'épaule d'un guerrier du chaos et blessant un cheval. Le second groupe prit pour cible le contingent de berserkers isolés au sud. Malheureusement, un seul tir fit mouche, touchant le nord en plein front. Puis ce fut le tour des Ungol, enfin à portée. Bandant leurs arcs, les tireurs du nord abattirent 2 berserkers en une seule salve. De l'autre côté, le second groupe d'archers fit feu sur les Huskarls fraîchement arrivés. Leurs flèches firent mouche et mirent à bas 2 cavaliers en une seconde. Les Ungol firent un signe de défi aux Streltsy, leur démontrant ainsi que la technologie n'égale pas encore le talent des hommes des steppes. Malgré cela, tous les Norse continuaient d'avancer. Ils seraient bientôt sur eux. Barad se rendit vite compte que la puissance de feu ennemie pourrait peut-être avoir raison de certains de ses hommes. Une nouvelle décharge d'énergie l'atteignit et lui provoqua un sentiment de jouissance incontrôlée. Il vit tout son environnement comme plus lent qu'à l'accoutumée et se dit qu'une nouvelle fois les dieux le récompensaient. Avec sa double vue, il vit que le Jarl Knut et ce demeuré de Rilak avec sa bannière étaient également récompensés, et cela le vexa légèrement. Mais lorsque des hurlements de loups retentirent sur le champ de bataille, il sut qu'il avait réussi. Ces loups écorcheurs et ces bêtes de guerre arrivaient. Sous la tutelle du Jarl Knut, ils avaient contourné la ligne défensive des ruines et prenaient désormais les Kislévites à revers. Il incanta à nouveau pour bénir ses maraudeurs, mais encore une fois, il fut stoppé dans son élan, comme si quelqu'un tentait de l'en empêcher. Il hurla alors la charge à ses hommes. Les Huskarls foncèrent en direction des Ungol sous une pluie de flèches qui eut encore raison de 2 d'entre eux. Les berserkers à leur côté en firent de même en direction des Streltsy, mais le tir de riposte et le bosquet dont ils partaient sembla les ralentir. Le groupe de maraudeurs du centre voulut également affronter les gardes du tsar, mais ils se ravisèrent rapidement. Enfin, les derniers berserkers chargèrent aussi les Ungol, mais se rendirent également compte qu'il leur faudrait encore quelques minutes avant de faire couler le sang. Voyant que les charges n'atteignaient pas la ligne ennemie, les loups tentèrent de faire mieux, mais échouèrent également, dérangés par le chemin extrêmement accidenté des ruines. Tout ça pour échouer sur la dernière marche. Barad s'énerva et fit avancer son mammouth à la hauteur de ses maraudeurs et son char juste derrière.
De frustration, il lança de nouveau un trait d'énergie qui carbonisa sur place un trio de gardes du tsar avant de libérer à nouveau son vortex d'énergie à l'arrière des lignes Kislévites. Sur sa gauche, le fracas des armes indiqua que les Huskarls avaient réussi à entrer en contact avec les Ungol à l'abri derrière leurs murs. Une demi-douzaine de combattants des steppes fut transpercée par les lances des Huskarls avant que l'un des cavaliers soit tué par une dague chanceuse. Les Kislévites, malgré la violence de la charge, se replièrent en bon ordre, laissant les cavaliers les poursuivre, mais un autre Norse perdit la vie à cause des dangereuses fortifications. Ursune avait laissé une chance aux Kislévites. Les charges norses avaient presque tout échoué. Le duc observa tout de même son flanc droit être enfoncé par la cavalerie adverse, et il entendait déjà derrière sa ligne les hurlements bestiaux des loups dans les ruines. Il leva son arme au-dessus de sa tête et hurla à ses troupes. « Pour Prague! Pour Kislev !» Comme pour répondre à son cri, les sons d'un trio de corps retentit dans toute la steppe. Arrivant du sud au triple galop, Philippa et sa cavalerie abaissaient les lances et frappèrent. Le duc vit le grand vortex ennemi s'écarter de ses troupes au lieu de se diriger vers eux et prit ceci comme un signe. Il abaissa son arme et ses gardes du tsar l'accompagnèrent au contact des maraudeurs. De l'autre côté, les lanciers les percutèrent également l'arrière des berserkers à leur portée, tandis que le groupe de fils d'Ursune et les cavaliers Ungol approchèrent l'arrière de la ligne des chaotiques. Les Streltsy et les Ungol du flanc sud se retournèrent dans une cohésion parfaite et alignèrent les loups écorcheurs approchant. Les tireurs firent de leur mieux. Les loups subirent quelques blessures, mais aucun d'eux ne fut mis au sol. Les berserkers du flanc droit perdirent l'un d'entre eux par la dernière salve des Streltsy face à eux, avant que les Kislévites ne lâchent leurs fusils et ne saisissent leur hallebarde. Malheureusement pour les Ungol ayant quitté les murs, la cavalerie ennemie prit rapidement le dessus sur eux. Seul un guerrier des steppes réussit à s'enfuir, abandonné par les Huskarls, préférant se repositionner vers le champ de bataille. Sur le front sud, les berserkers, quant à eux, reçurent de plein fouet la charge des lanciers ailés. La férocité de ces guerriers était telle que seulement 2 Norses furent abattus et ils purent tout de même libérer un déluge de coups sur les chevaliers. Mais l'armure des Kislévites les protégea très efficacement, et les Norses comprirent qu'ils n'avaient aucune chance. Ils tournèrent les talons avant d'être rattrapés et massacrés par les lanciers ailés qui, eux aussi, se repositionnèrent vers le centre du champ de bataille. Enfin, la mêlée centrale fut le théâtre d'un carnage méticuleux. Les gardes du tsar, accompagnés par leur duc, rencontrèrent le mur de boucliers norse. Sortant des rangs, en grognant comme un Razorgore, Rilak, le porteur de bannière Lundmer, tendit sa hache en direction de Grishka. Le duc fronça les sourcils, fondit sur lui en un éclair et pulvérisa le guerrier nordique en quelques secondes, mettant au sol l'oriflamme des Sarls. Les guerriers à ses côtés tuèrent une demi-douzaine de maraudeurs dans leur élan. Les Norses ployèrent le genou, mais leurs murs de boucliers leur permirent de rester en formation et de reculer méthodiquement face à la charge Kislévite. Entraîné dans leur élan, le duc regarda alors sur son flanc droit et vit le mammouth prêt à les contrecharger. Les prochaines secondes allaient être décisives. Pourquoi les dieux ne l'avaient pas prévenu de la présence de ces maudits cavaliers Kislévites ? La bataille penchait encore, certes de son côté, mais l'arrivée de ces forces risquait fort de tout changer. Il fallait savoir ce que cachaient ces chariots. Et surtout, il ne fallait pas rester là trop longtemps. Mourir ici ne servirait pas les affaires de son maître, le Jarl Ilkard, et de sa souveraine, la Grande Fridal. Le chaman claqua des doigts et interrompit son vortex pour laisser la place à ses loups écorcheurs d'engager les Streltsy sur le flanc droit. Enfin, il vit également ses derniers berserkers engagés, avec le soutien des derniers Huskarls, les Streltsy face à lui. Siegfried le Béni, quant à lui, baissa sa tête patibulaire et fonça sur le flanc des gardes du tsar. Enfin, il siffla un son porté par la magie, et ses chiens attaquèrent l'un des chariots. De son côté, il fit pivoter son char face à la cavalerie adverse. Il puisa encore dans les terres et propulsa sur les ours de guerre son trait d'énergie démoniaque qui pulvérisa l'armure d'une des créatures, la blessant grandement sans toutefois l'arrêter.
Il incanta de nouveau et fit apparaître sur le chemin des lanciers ailés son fameux vortex d'énergie. Jamais ces Kislévites n'auraient le courage de traverser une telle tempête de magie. Cela laissera le temps à ses maraudeurs et à son mammouth de détruire les gardes et de tuer ce guerrier qui avait autant malmené cet imbécile de Rilak. L'horreur des combats rôdait dans les ruines de Fort Litkovna. Les Streltsy, pris en étau entre la cavalerie et les berserkers, furent massacrés sans ménagement. Les guerriers frénétiques hurlèrent de victoire en tendant au-dessus de leur tête l'étendard de leur ennemi, recevant à leur tour une bénédiction des dieux sombres. Les chevaux du chariot, quant à eux, pris à partie par les loups, hennirent de peur, sans pour autant s'emballer. Les loups écorcheurs libérèrent leur énergie du warp lorsque la première goutte de sang atteignirent leurs babines. Leur corps se solidifia et ils massacrèrent chacun un Streltsy sans recevoir de blessures. Mais il semblait que ces hommes émanaient d'un pouvoir de glace étrange, leur permettant d'encaisser les coups sans vraiment fléchir. Les tireurs Kislévites tankèrent leur charge et campèrent sur leur position. Enfin, la mêlée centrale du mammouth et des maraudeurs contre les gardes accompagnant Grishka fut sanglante. Le duc fut interrompu par le chef du régiment des Norse qui lui aussi le provoqua en duel. Il décapita son adversaire rapidement, mais vit 8 de ses hommes être écrasés par la créature massive. La charge du monstre fut terrible, mais le courage et l'obstination est dans le cœur de chaque garde du tsar. Le régiment sous les ordres du duc recula méthodiquement à son tour, suivi par ses ennemis. Grishka tendit l'oreille et il sut que le sol tremblait déjà de nouveau. La cavalerie se lançait totalement dans la bataille. Michaela suait à grosses gouttes. Depuis le début de la bataille, elle utilisait ses pouvoirs pour bénir de sa magie les gardes du tsar ou les Streltsy engagés avec son armure de glace. Malheureusement, sa puissance était bien inférieure à celle de ce chaman ennemi. Elle avait certes protégé les Streltsy, leur permettant d'encaisser la charge des loups écorcheurs, mais maintenant sa position, et surtout les chariots, étaient menacés. Elle avait terminé de les charger avec la 50aine de pierres qu'elle avait ressenties comme potentiellement magiques, mais elle avait trop tardé. Il était clair à ses yeux que les Norse avaient été attirés ici par les gemmes. Il fallait désormais empêcher l'ennemi de s'en emparer, ou il pourrait comprendre l'utilité qu'elle pourrait avoir. Elle vit alors les lances des cavaliers de Philippa s'abaisser, et elle pria le dieu ours quelques secondes. Comme un seul homme, les fils d'Ursune chargèrent le dos de la ligne des maraudeurs aux prises avec les gardes. Traversant le vortex d'énergie maléfique sans aucune peur, les lanciers ailés impactèrent eux aussi les Norse de flanc en perdant l'un d'entre eux arraché de sa selle par les vents éthériques. Sur le flanc sud, les Ungol se repositionnèrent pour tenter d'abattre d'autres cavaliers Huskarl, tandis que Philippa et ses cavaliers légers se placèrent face à ce chaman démon et à son char. La magicienne canalisa son pouvoir et envoya une vague de cristaux de glace en direction de Barad. Le sorcier tendit juste la main face à lui et les projectiles de glace s'évaporèrent avant de le toucher. Il souria de fierté, mais ravala son rictus immédiatement lorsqu'il vit cette jeune femme toujours en train d'incanter. Hurlant sous l'effort, Philippa invoqua alors une gigantesque colonne de glace et de cristal juste au nez du char de Barad, provoquant une légère panique de ses chevaux. Subjugué par la puissance du sortilège, Barad leva les yeux pour admirer ce sort et perdit de vue la mêlée générale quelques secondes. Les loups et le chariot continuèrent de se disputer la position, tandis que les Streltsy au sud perdaient 4 d'entre eux en mettant au sol un des loups écorcheurs. La violence de l'assaut gagnait encore en intensité, mais c'est dans le corps à corps central qu'elle se canalisa. Les maraudeurs norse ne purent rien face à la déferlante de coups distribués par la cavalerie kislévite. L'enfant du chaos géant écrasa bien 5 gardes sous ses pattes, mais seuls 3 guerriers des Sarls survécurent à la charge. Les maraudeurs prirent leurs jambes à leur cou, abandonnant sur place le mammouth trop stupide pour s'enfuir. Les 2 derniers gardes et le duc firent face à la créature. Ils ne pourraient s'échapper de cette menace. Il fallait l'abattre. Grishka ordonna aux cavaliers de rester sur leur position et de provoquer la cavalerie Huskarl à l'intérieur des murs. Il fallait les arrêter maintenant. Barad fut stoppé net de sa rêverie par les cris apeurés de ses maraudeurs. Il regarda autour de lui et vit en effet que la situation avait changé.
La cavalerie ennemie ne tarderait pas à les déborder. Il jeta un œil à l'intérieur des ruines et vit tout de même l'opportunité qui l'attendait. Il fit signe à Knut, qui sembla baver de plaisir après un nouvel éclair béni l'ayant frappé. Le Jarl réussit tout de même à se contrôler et comprit en un instant. Barad vit alors son mammouth être pris à partie par le duc et ses derniers gardes. Grand bien lui fasse, pensa-t-il. Il concentra son pouvoir et dissipa la grande colonne de cristal qui avait apparu sous ses yeux, et il comprit. La cavalerie ours de Kislev allait s'abattre sur lui. Il ne fallait pas traîner là. Les Norse envoyèrent toutes leurs forces dans un ultime assaut. Les derniers berserkers rejoignirent les loups sur l'un des chariots tandis que les Huskarls impactèrent le second construit. Pendant ce temps, prudemment, Barad fit faire demi-tour à son char et suivit ses maraudeurs en fuite. Il tenta bien de lancer un nouveau sortilège démoniaque sur la cavalerie Ungol abritant Philippa, mais elle réussit à déjouer son sortilège à son tour. « Intéressant », murmura-t-il. Les cris de victoire de ces berserkers et des Huskarls lui indiquèrent en quelques secondes que les chars avaient certainement été détruits. Il espéra juste que le Jarl Knut ait tout de même pensé à récupérer une partie de leur chargement. Il aperçut aussi la jeune sorcière, isolée dans les ruines, être encerclée par ses loups. Parfait. Enfin, ce furent les barrissements de douleur du mammouth qui lui indiquèrent que le combat était peut-être un peu trop rude pour Siegfried. En effet, le duc venait de percer de son arme l'abdomen de la créature, libérant un sang purulent au sol. Les deux derniers gardes du tsar éventrèrent également la créature, mais aucun ne parvint à la mettre à mort. Grishka se repositionna pour préparer sa prochaine attaque quand la bête frappa de toutes ses forces dans sa direction, pulvérisant son bras gauche et une partie de ses côtes au passage. Le duc fut jeté au sol, mais sa ténacité, sa résistance naturelle, le firent se relever presque immédiatement. Il cracha du sang au sol et réarma son arme avec son bras valide. La bête reculait, un dernier coup, et elle serait morte. Philippa voyait tout cela. Elle s'en voulait d'être arrivée si tard. Le duc était blessé et toujours aux prises avec ce monstre. Et, étrangement, elle ne ressentait presque plus la présence magique de Michaela. Les chariots avaient été pillés et détruits par les Norse, et leur chef se préparait à quitter le champ de bataille. Préparant un nouveau sortilège, la magicienne des glaces fut alors interrompue par une silhouette dressée au sommet de la ruine sur sa gauche. Elle regarda plus attentivement, et Philippa se mit à sourire. Sur les vestiges de la tour de garde, essoufflée, sa cape battue par les vents des steppes, se dressait la princesse Yelena. Dans sa main, la jeune femme arborait un fragment de puissance tel que Philippa dut détourner les yeux quelques secondes. L'aura d'énergie que dégageait la princesse attira l'attention de tous les combattants. Elle hurla de rage en voyant son peuple attaqué par les puissances de la ruine. Elle serra alors l'artefact et celui-ci se mit à briller intensément. C'est alors que l'intégralité des pierres bleutées extraites par les Kislevites, qui étaient maintenant éparpillées au sol ou dans les mains des pillards, explosèrent. Certains Norse perdirent un doigt ou une main dans l'opération. Barad vit avec sa seconde vue l'essence des puissances de ces gemmes se faire aspirer par l'objet que tenait cette femme dans la main. Comment pouvait-elle tenir une telle puissance sans mourir ? Voyant cela, les derniers cavaliers Huskarls et les berserkers décidèrent qu'il n'y avait plus rien à faire ici. Le dernier loup écorcheur, voyant la furieuse défense des derniers Streltsy, décida lui aussi de s'enfuir. Bien que toute la situation évoluait à grande vitesse, Grishka et ses hommes ne purent détourner plus longtemps le regard. Le duc vit en un éclair ses derniers hommes être pulvérisés par les défenses de la bête. Il hurla de rage. Il n'avait plus qu'une chance avant que les pattes du monstre ne s'abattent sur lui. Il serra son arme et visa la gorge de la créature. L'arme bénie s'enfonça alors profondément, atteignant l'intérieur du crâne de l'ancien Jarl Siegfried, le tuant sur le coup. L'enfant du chaos géant fut stoppé net. Le duc, toujours en position, tourna la tête à gauche et vit sa sœur, irradiée de pouvoir au sommet des ruines de Fort Litkovna. Il souria, juste avant de se rendre compte que le mammouth s'écroulait sur lui.
Yelena vit la scène et ne put retenir un cri d'horreur en voyant son frère disparaître sous la masse de chair informe de ce monstre. Sa juste colère libéra alors un pouvoir que nul n'avait encore jamais vu en Kislev. Depuis son char, Barad fut témoin d'une déferlante de pouvoir telle qu'il ne pouvait y croire. Hurlant de tristesse, Yelena libéra le pouvoir des gemmes. Le sol en dessous d'elle se mit à trembler, et la terre, la glace et la magie se mêlèrent. L'énergie d'Ursune se matérialisa alors, et un immense ours élémentaire s'extirpa du sol lentement. Une fois sorti de terre, auréolé d'une puissance ancestrale, l'élémentaire tourna sa tête de gauche à droite et rugit face au chaotique. Barad eut à peine le temps de le voir avant que son char ne quitte définitivement le champ de bataille. Voilà ce que les dieux voulaient qu'il voie. Yelena vit les derniers Norse fuir. L'énergie qu'elle déployait était colossale. Elle tourna de nouveau son regard vers l'endroit où elle avait aperçu une dernière fois son frère. Elle vit les Ungol tenter d'extraire de la carcasse de la bête quelque chose. Puis elle ne put tenir plus longtemps et ses yeux se troublèrent avant qu'elle ne s'évanouisse. Yelena reprit connaissance dans les ruines de Fort Litkovna. À ses côtés, la Vierge des Glaces Philippa prenait soin d'elle. Autour d'elle, les survivants Kislevides préparaient le départ. Il n'y avait plus aucune trace de l'ours élémentaire ou des Norse. « Mon frère !» demanda-t-elle immédiatement. La magicienne ne put cacher une gêne. « Nous l'avons sorti de sous la créature. Ses deux jambes, son bras gauche et son torse ont subi de très lourds dégâts. Il est inconscient, mais encore en vie, pour l'instant. Je suis navré de vous dire que je doute qu'il puisse combattre ou même marcher de nouveau un jour. » Yelena se releva. Elle fit face à la magicienne, qui mit alors un genou à terre, imité par tous les survivants de la bataille. Le duc a prononcé quelques mots avant que je ne le mette dans un sommeil magique. « Vous êtes désormais la duchesse de Prague, madame. Puissiez-vous nous guider dans les heures sombres qui approchent. » Yelena regarda ses gospodars et ses Ungol la saluaient stoïquement. Elle scruta chacun d'entre eux fièrement. Elle était arrivée trop tard. La vision qu'elle avait eue la veille lui avait permis de trouver ce qu'elle cherchait, mais à quel prix. Elle reconnut plusieurs des soldats présents venus l'aider dans cette quête. Puis, comme prise d'un doute, elle fronça les sourcils. Si Philippa était là, où était sa consoeur? Elle tourna de nouveau la tête vers la magicienne. Est-ce que Michaela fait partie des victimes? Le regard de la Vierge des Glaces parla pour elle. Yelena comprit en un éclair. Ils l'ont emmenée. La duchesse de Prague regarda alors au nord. Elle serra dans sa main la garde de son épée et dans l'autre l'artefact qu'elle avait trouvé dans cette caverne et qu'elle n'avait toujours pas lâché, même dans l'inconscience. Ursune, pensa-t-elle, veille sur nous. Nous avons besoin de ton aide. Et voilà, j'espère que ce rapport de bataille vous a plu. Il rentre bien dans les deux séries de vidéos, c'est-à-dire que c'est une vidéo qui fait partie de Bataille pour le Vieux Monde, très narrative, très tournée sur l'évolution de personnages, mais aussi c'est l'intronisation officielle du lore de votre campagne Bataille pour Kislev qui démarra au 1er janvier 2025. Comme vous l'avez compris, la narration de la campagne a été développée ou commencée par cette vidéo. Des gemmes de pouvoir d'Ursune éparpillées dans le territoire et un pouvoir élémentaire qui se réveille pour la première fois de l'histoire de ce peuple. Moi, je me suis fait plaisir à créer cette petite histoire. C'est notre version de notre Warhammer Old World. J'espère que ça vous a titillé, que ça vous a donné envie. Merci à Torek pour le tapis. Merci également à Forge 3D si jamais l'armée loup de mer que vous avez vu dans ce rapport de bataille vous a plu. La boîte est disponible chez lui, nous l'avons créé tous les deux. C'est 1500 points directement jouables de votre armée loup de mer, guerrier du chaos. N'hésitez pas avec votre code promo Waramateur10, comme ça vous soutiendrez la chaîne. Et aussi, vous l'avez vu, l'armée de Kislev de la chaîne commence à vraiment sortir des cartons.
Vous le savez peut-être, j'ai réalisé le livre Fanbase, enfin une des versions du livre Fanbase qui se lève pour Warhammer V8. Il est enfin sorti et tout beau, tout propre. Et surtout, vous pouvez l'avoir aussi en version Old World désormais si vous êtes tipeur de la chaîne, donc n'hésitez surtout pas. Ça pourra vous permettre également de soutenir la chaîne et d'avoir une armée jouable en plus. C'est du Fanbase, mais c'est le plaisir de pouvoir jouer encore plus de figurines. Alors encore une fois, je sais, j'ai utilisé des IA pour ce qui est des illustrations, mais malheureusement je n'ai pas les finances pour me louer les services d'un illustrateur. J'essaierai de faire en sorte de commencer à travailler là-dessus en 2025, du mieux que je peux. J'espère quand même que tout ceci vous a plu. Pour conclure cette vidéo, je vous souhaite un joyeux Noël, car cette vidéo est l'avant-dernière de 2025, car à minuit, le 1er janvier, entre le 31 décembre et le 1er janvier, sortira le lancement, la vidéo pour vous motiver complet à la campagne de Bataille pour Kislev. Merci à tout le monde, portez-vous bien, profitez bien des vacances pour ceux qui en ont, et que Kislev survive.